C'est important. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, on va se laisser. On va se laisser. Ouais, Charlie Parker, mon frère. J'espère que tu vas bien. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Dans tout le monde, on appelle moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, le padrino Camari, Dezo ou la Mouja. Vous pouvez aussi m'appeler l'avant-garde. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Laurent Gbagbo concernant les élections de 2010. Parce que les papos viennent de se faire casser. Voilà, par l'un des proches et même l'un des fondateurs du FPI qui avoue aujourd'hui la vérité sur ces élections. Parce qu'on n'a pas cessé de le dire. On avait dit dans le passé que Alassane Ouattara avait bel et bien gagné les élections. Oh les mains, oh les cœurs. Mais beaucoup n'ont pas voulu écouter parce qu'ils étaient dans les émotions. Aujourd'hui, avec le temps, on dit la vérité finit toujours par triompher. Et donc cette vérité vient de triompher au grand jour. Est-ce que vous comprenez? Cette vérité vient de triompher au grand jour. Alors donc nous allons en venir. Mais pour commencer, j'aimerais vous demander, tous ceux qui nous suivent, parce que déjà ils m'appellent Don Giovanni Gang, ou bien ils disent dans le petit frère de Don Giovanni, écoutez, bien vrai, Don Giovanni et moi, nous avons son village et mon village sont des villages voisins. On se connaît, il n'y a pas de souci. Mais quittons sur ce volet-là. Parce que d'autres disent que non, Don Giovanni avait réclamé de l'argent auprès du gouvernement ivoirien. Moi, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit le gouvernement ivoirien. Je n'ai pas demandé de l'argent au gouvernement ivoirien. Voilà. Maintenant, au cas où les membres du gouvernement ivoirien veulent donner quelque chose, mais ça sera le bienvenu. Hein? Cette chose sera la bienvenue plutôt. Maintenant, moi, c'est à vous que je m'adresse, ceux qui nous écoutent et tout. Parce que d'autres disent, ah mais c'est de la mendicité, n'importe quoi, ce n'est pas de la mendicité. D'autres disent, non, eux, c'est tout simplement, ils viennent se distraire avec les vidéos des gens. Mais avec aussi les comédiens, vous passez votre temps aussi à vous distraire. Mais cela ne vous empêche pas de leur donner de l'argent. C'est très important. Donc, le fait de te faire sucrer les yeux, ça te fait du bien. Avec le confinement, avec tous ces problèmes du monde, cela vous permet de vous détendre. Alors, donc ce que nous faisons, d'autres disent, mais est-ce qu'on vous a... mais les comédiens là, c'est vous qui avez envoyé les comédiens. Quand vous essayez de penser à eux là, est-ce que c'est vous qui les avez envoyés? On dit l'ouvrier mérite son salaire. Cela ne veut pas dire on ne travaille pas. En dehors du boulot, hein, le petit boulot qu'on fait, mais lorsqu'on vient et qu'on a un petit bout de temps, puisqu'on ne peut pas rester comme ça pour se regarder, chacun ne peut pas rentrer à la maison, prendre sa douche et se coucher. Donc, lorsqu'on rentre, on se dit, mais il sera bien de faire des recherches, avoir des informations et essayer de divulguer ces informations à nos compatriotes qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont pas la connaissance de ces informations. Donc, nous prenons nos caméras pour venir faire nos directs. Mais avec ça, nous prenons des risques parce que toutes les informations ne sont pas bien à dire, à vous au grand jour. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'autre ne veut pas que tu divulgues et que toi tu sais, quand tu viens parler de ça, mais son cœur est chaud. Il est fâché. Dès qu'il attend ça, il apprend ça au grand jour, il est fâché. Mais nous prenons ce risque pour vous informer. Donc en retour, au moins, ne soyez pas ingrat. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Nous, on vous parle. Vous êtes heureux. Ça vous fait du bien.
Même si cela vous permet de rigoler et tout, mais ça vous réjouit le cœur. En retour, là, donnez quelque chose. Donc, nous avons mis, moi, en tout cas, j'ai mis un numéro de compte bancaire. Donc, il suffit de faire un petit virement sur ce compte bancaire. Ça ne te prend pas truc. Est-ce que prendre 5 euros pour faire virement, là, ça va te tuer? Ça ne va pas te tuer. 2 euros pour faire virement, est-ce que ça va te tuer? Ça te tue. Au contraire, tu seras béni. Tu seras béni par Dieu. Et Dieu va te grandir. Dieu dit partage. Il faut partager. Il faut partager. Parce que si tu refuses de donner, tu t'en vas au maquis pour boire les grosses bières. Ou bien tu t'en vas payer les bouteilles de liqueur. Hein, une seule bouteille à 150 euros. Ou bien une bouteille de trucs, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Ou bien leur boisson là, c'est qui est comme le vin. Tu payes une seule bouteille à 500 euros. Tu bois. Mais tu bois. Mais ça ne fait que te détruire. Or, quand tu viens écouter là, non seulement ça ne détruit pas ta santé, ça te fait du bien, ça te permet de rigoler et tu es heureux. Mais quand tu t'en bois l'alcool, souvent tu peux être saoulé, hein, en cours de route. Les gens vont te traiter de soulard. Ils vont t'insulter. Tu perds beaucoup d'argent en faisant ça. Donc, au lieu de donner 5 euros, là, tu prends cet argent pour aller acheter, je ne sais pas, champagne. Voilà, je voulais dire champagne. Tu t'en vas dans les boîtes de nuit pour payer champagne. Une bouteille de champagne à 500 euros, à 1000 euros, à 1500 euros. Mais quand tu compares entre les deux, au lieu de 5 euros là, tu t'en vas dépenser 500 euros. Mais, hein, 500 euros, tu dépenses ça pour te détruire. Toi-même, tu détruis ta santé. Or, la vidéo ne détruit pas ta santé. Au contraire, ça te permet d'avoir la bonne santé. Donc, écoutez, ne soyez pas ingrat, ne soyez pas mauvais. Voilà, faites quelque chose, faites des petits virements. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros. Tout ce que vous pouvez avoir. Parce que prendre cet argent pour aller fêter dans les boîtes de nuit, souvent même ils vont vous agresser en cours de route, souvent même dans les boîtes de nuit ils vont vous poignarder. Or, quand tu es devant ta caméra, personne ne te poignarde. Tu es serein, tu regardes. Ça te fait du bien, tu es couché sur ton lit. Pendant que tu lis un journal, les écouteurs sont dans tes oreilles, tu écoutes, ça te fait du bien. Que de prendre cet argent pour aller dans les boîtes de nuit et aller boire, tu vas mettre ta vie en danger. Voilà. D'autres vont t'agresser, ils vont te faire, ils vont t'humilier, ils vont... Voilà, ce n'est pas normal. Donc, écoutez, faites des petits dons. En retour, Dieu va vous bénir. Voilà, Dieu va vous bénir. Donc, on fait des petits dons. Donc, nous allons maintenant commencer, on va rentrer dans le but du sujet. Le numéro du compte bancaire se trouve sur le titre de la vidéo. Regardez là-bas, à travers vos téléphones, téléchargez les logiciels de vos banques sur vos téléphones. Et il suffit de faire un petit truc virement sur ce compte-là, et puis bon, Dieu te bénit. Tu n'es pas obligé de communiquer que tu as fait un don. Tu fais un don sans même dire ton nom. Voilà, tu restes dans l'anonymat. Personne ne va te dire, oh, voilà, c'est ça Dieu aime, la discrétion totale. Tu fais et puis tu ne parles pas. Dieu aime ça, il va te bénir. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont faire des dons, qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin, qui bénissent vos familles, qui vous bénissent vous-même, et que la prospérité vienne dans vos vies. Voilà, parce que nous méritons aussi notre salaire de la manière les pasteurs, les imams, les enseignants. En tout cas, dans tous les domaines, chacun mérite son salaire. C'est très important. Le numéro se trouve sur le titre de la vidéo. Donc, regardez le titre de la vidéo, il y a le numéro du compte bancaire. Il suffit de prendre ce compte bancaire, tu notes ça au détail près et tu fais un petit virement. Si c'est 1 euro, est-ce que ça va t'enlever quelque chose? Il y a d'autres, ils finissent des bières, des grosses bières là, ils vont finir un casier d'alcool. Hein? Dans ça, là, Dieu ne va pas te bénir là-bas. Tu te détruis, tu détruis même ton cerveau. Hein? Ça te rend bête, ça te rend fou. Or, si tu donnes 5 euros, Dieu, il te bénit. Il va même multiplier ton argent parce que tu as partagé. Au lieu de prendre cet argent pour aller donner ça à un vendeur de trucs de bière, tu payes des casiers, tu bois jusqu'à tu chies sur toi. Ce n'est pas normal. Ça nuit ton image. Donc, ça, c'est un petit message. Maintenant, ceux qui disent, non, tu fais de la mendicité. Non, ce n'est pas de la mendicité. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas donner, ne parlent pas. Parce que si tu parles, tu ne peux pas donner, tu parles, mais Dieu va te maudire. Quelle est ton intention de dénigrer lui qui dit non? Parce que c'est très important. Et je vais imposer cette logique aux autres cyberactivistes. J'aimerais qu'ils fassent ça pareil. Donc, on a beaucoup parlé. On va rentrer maintenant dans le but du sujet.
Est-ce que vous avez suivi la conférence de M. Assef Guégué? M. Assef Guégué a parlé la vérité. Mais Assef Guégué, ce n'est pas n'importe qui. C'est un haut dignitaire, sinon un haut cadre du FPI. Il a été même à la base de la création du FPI. Mais le FPI a été créé où? Mais depuis l'exil, ils ont créé le mouvement. Avant, ça ne s'appelait pas le FPI. Ça apportait un autre nom. Mais ça a été créé en France, à Paris, lorsque les Laurent Gbagbo et les Simone Gbagbo étaient en exil ici. Lorsqu'ils étaient en France. Parce que Simone Gbagbo, elle a fréquenté en France, et pour ceux qui ne le savent pas, les Assef Guégué ont été en France aussi. Donc, le mouvement a été créé en 82. Et de 82, ils ont transformé ça en un vrai mouvement solide en 84. Donc, Assef Guégué n'est pas un nouveau ami de Laurent Gbagbo. Il connaît Laurent Gbagbo. Ils se sont connus en exil en France. Et ensemble, ils ont mis un mouvement sur pied. Et ce mouvement est arrivé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a croisé d'autres amis. Et ils se sont mis ensemble pour créer ce vrai mouvement appelé le FPI, qui plus tard est devenu parti politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, Assef Guégué a dit, parce qu'il était au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo en 2010-2011. Assef Guégué a dit, parce que tous ceux qui suivaient l'actualité, avant que les combats ne se déclenchent en Côte d'Ivoire, la RTI, je parle de ceux qui suivaient réellement la RTI lors des événements. Lorsque les médiateurs venaient en Côte d'Ivoire et tout, avant même que la guerre ne se déclenche, lorsque les médiateurs venaient pour négocier avec Laurent Gbagbo pour dire, bon, il n'a pas gagné, il n'a qu'à quitter le pouvoir et tout. Un jour, la RTI a fait passer une bande. Ils ont dit, le président va faire une annonce à telle heure, à 20 h. Et nous avions eu ce jour-là les échos que le président veut déclarer ouvertement aux Ivoiriens qu'il démissionnait. Et les Ivoiriens ont entendu ce jour-là. Jusqu'à 20 h, Laurent Gbagbo n'a pas fait de déclaration. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi cette déclaration n'avait pas eu lieu? Question. Alors, Assef Guégué a expliqué les choses. J'ai partagé même la vidéo sur Info Afrique. Vous partez sur la page Info Afrique, vous regardez où Assef Guégué lui-même il avoue. Il a dit que Laurent Gbagbo en 2010, quand les médiateurs sont venus, Laurent Gbagbo voulait démissionner. Il leur a demandé de rentrer dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et que lui, il veut aller à Mama pour aller s'asseoir. Et qu'il voulait quitter dans la politique. Il ne voulait plus faire de politique. Il voulait aller au village pour aller se reposer. Et c'est ainsi qu'il envoyait Philippe Mangou. Je dis, il envoyait Assef Guégué d'aller voir Philippe Mangou. Et de dire à Philippe Mangou de voir comment ils peuvent faire pour permettre à l'armée de se rallier à la cause d'Alassane Ouattara. Parce que c'est Philippe Mangou qui était le chef d'état-major de l'armée. Donc, Laurent Gbagbo a envoyé Assef Guégué d'aller voir Philippe Mangou, afin que Philippe Mangou puisse demander à l'armée de Côte d'Ivoire de se rallier à l'autre armée qui était du côté d'Alassane Ouattara. Et donc, quand Assef Guégué est parti voir Philippe Mangou a dit à Laurent Gbagbo, parce que lui-même il était choqué. Mangou, il ne s'attendait pas à une telle annonce. Donc, il a dit, bon, ok, le président n'a qu'à lui accorder un bout de temps. Il va réfléchir. Donc, le président avait demandé à Philippe Mangou de faire un ralliement. Et c'est Philippe Mangou qui a dit, lui, il va réfléchir. Et que le président n'a qu'à attendre un peu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette annonce que Laurent Gbagbo devrait faire à la RTI pour annoncer aux Ivoiriens que lui, il démissionne, Assef Guégué dit, de la manière vous voyez les gars sur les réseaux sociaux, là, autour de Laurent Gbagbo, il y avait aussi des gars, des gens qui sont plus radicaux, des gens qui ne comprennent rien. Il dit, ceux-là ont pris le dessus sur Laurent Gbagbo. Ils ont imposé leurs intentions à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas pu prendre le dessus. Ce sont ceux qui se sont imposés à Laurent Gbagbo. Ils ont imposé leurs idées à Laurent Gbagbo. Ils ont dit à Laurent Gbagbo, il ne fait pas de déclaration. Et il y a des militaires qui l'ont menacé que s'il fait des déclarations, ils vont lui ôter la vie. Donc, il ne pouvait plus faire de déclaration pour dire qu'il quitte le pouvoir.
Il dit, voilà comment Laurent Gbagbo n'a pas fait de déclaration. Voilà comment Laurent Gbagbo n'a pas quitté le pouvoir. Et que lui, Assis Guégué, il savait, il connaissait la position de Gbagbo et Gbagbo connaissait sa position. Et d'ailleurs, Gbagbo était d'accord avec lui pour sa démission. Et Gbagbo lui avait dit qu'il voulait démissionner pour aller au village, rester là-bas, et qu'il ne voulait plus faire la politique. Mais les autres amis de Laurent Gbagbo ont dit non, que le président ne démissionnera pas. Donc, ils ont menacé le président que si jamais il démissionne, il va voir. Donc, lui-même, voyait, il ne pouvait plus rien faire. Il était obligé de subir et exécuter l'ordre que ses amis lui avaient demandé. Donc, voilà comment Laurent Gbagbo n'a pas démissionné. Voilà comment Laurent Gbagbo est resté au pouvoir. Voilà comment la guerre s'est déclenchée. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les gars qui insultent tout le monde et accusent tout le monde de traite, Assis Guégué dit que c'est parce que ceux-là ne connaissent pas Gbagbo. Et que Gbagbo, depuis là où il est là, avant même que sa mère ne meure, Gbagbo a demandé à Geneviève Broguegbé de dire à Assis Guégué de prendre soin de sa mère. Mais les autres étaient là. Pourquoi c'est à Assis Guégué que Laurent Gbagbo dit « Prends soin de ma mère, occupe-toi de ma mère » que j'ai appris qu'elle est rentrée elle est rentrée du Ghana, elle est en Côte d'Ivoire, occupe-toi d'elle. Il dit c'est lui qui s'est occupé de la mère de Gbagbo et elle est morte dans ses mains. Donc, le lien qui existe entre lui et Laurent Gbagbo, c'est parce que des gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas ces liens-là. Donc, voilà pourquoi ils sont là. Ils accusent Assis Guégué pour dire tu es un traître, tu es un traître. Mais entre lui et Gbagbo, là, Gbagbo sait qu'il n'est pas un traître. Parce que c'est Gbagbo qui lui a dit qu'il peut travailler à Alassane. Donc, il dit beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Et ils sont ignorants. Il dit c'est Gbagbo qui lui a dit que ça a été toujours la position de Gbagbo dès le début, avant que la guerre ne se déclenche. Il lui avait dit tu peux aller travailler dans le gouvernement d'Alassane et que lui, il voulait démissionner. Il voulait que les autres au cadre du pays travaillent ensemble avec le nouveau dirigeant qui était Alassane Ouattara. C'est ce que Laurent Gbagbo leur avait dit. Mais parmi eux, d'autres ont dit pas question. Et ils ne veulent pas voir la tête d'Alassane et ils ne peuvent pas accepter que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Parce que pour eux, Alassane était burkinabé. Pour eux, Alassane, si Laurent Gbagbo démissionnait, il n'y avait plus personne capable dans leur camp de faire front à Alassane Ouattara. Et dans leur tête, ils voyaient Alassane comme un burkinabé. Et donc, leur suivi est égal au maintien du pouvoir de Laurent Gbagbo. Car si Laurent Gbagbo démissionne, eux, ils ne pouvaient pas accepter de travailler à Alassane Ouattara. Donc, voilà comment ils ont menacé Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi ils ont menacé Laurent Gbagbo pour dire que si jamais il tient un discours pour dire démissionne, il va le sentir. Mais le discours est là, Assis Guégué, c'est un nouveau discours, hein, il a fait ça tout récemment. Il a fait ça tout récemment. Et il dit, pour ceux qui ne savent pas, il travaille avec Michel Gbagbo au sein du gouvernement d'Alassane. Il dit qu'il travaille avec le fils de Gbagbo, il travaille avec lui au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc si les gens ne savent pas, ils sont sur les réseaux sociaux, ils accusent, ce sont eux qui délivrent des certificats de traîtrise aux gens et tout. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, les membres du pays, il dit, lui, Assis Guégué, il travaille avec le fils de Laurent Gbagbo au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Que dites-vous? Est-ce que Michel Gbagbo aussi a trahi son père? Et il dit, le fils de Michel Gbagbo, c'est-à-dire le petit-fils de Laurent Gbagbo, vit à Dallas avec lui-même sa nièce. Les deux vivent dans une maison. Et c'est là-bas ils fréquentent, ils vont à l'école. Donc, la nièce d'Assis Guégué et le petit-fils de Laurent Gbagbo sont dans une maison, ils louent une maison ensemble à Dallas aux États-Unis. Et ils fréquentent. Donc, les liens qui les lient là, les gens ne savent pas. Et quand lui, il est rentré au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo, il a fait, au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, il a fait comprendre à Laurent Gbagbo qu'il vient de faire ce que Laurent Gbagbo lui avait demandé. Gbagbo l'a salué pour dire qu'il est fier de lui. Donc,
quand il est rentré au sein du gouvernement d'Alassane, il y a des gens qui ont dit que c'est un traître. Il dit c'est parce qu'ils ne savent pas. Et que pendant qu'ils sont là à parler, qu'il les traite, Gbagbo lui-même, il sait que lui, Assis Guégué, il est rentré dans le gouvernement d'Alassane. Et Gbagbo lui a dit, c'est bien. Et que c'est ce qu'il avait voulu depuis le début. Et que Assis Guégué connaît sa position. Et lui, il connaît la position d'Assis Guégué. Donc, ceux qui pensent que si Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il va faire un match retour, il dit que ce sont des menteurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Gbagbo. Parce que Gbagbo lui a toujours dit, même étant là où il est, il lui a dit s'il revient, il va aller à Mama. Donc, son histoire d'aller à Mama, il a toujours réitéré cela. Donc, il lui souhaite vraiment une bonne chance et que Laurent Gbagbo fasse vite pour revenir, pour aller à Mama. Et que si Laurent Gbagbo a la CPI, ce n'est pas sa place. C'est parce que ses proches l'ont trahi, c'est parce que ses proches lui ont imposé une vision que lui, il ne pouvait pas, parce que sa vie était menacée. Il était obligé de céder, il était obligé de suivre ses proches. Voilà comment la guerre est arrivée. Sinon, eux, ils savaient qu'Alassane Ouattara avait gagné. Laurent Gbagbo était prêt pour démissionner. Il leur avait demandé de faire un gouvernement d'union avec Alassane. Ils n'ont qu'à adhérer au sein du gouvernement d'Alassane. Et d'autres parmi eux, de la manière vous voyez les Gola, vous voyez les membres du pays, ils sont divisés, même les militants. Ils sont des radicaux, c'est-à-dire des gens parmi eux sont des radicaux, ils veulent rien savoir, ils veulent rien comprendre. Tu leur dis, ce sont des menaces qui sortent de leur bouche, ces gens de personnes-là. Au sein du pays, les grosses têtes là, il y a aussi des gens comme ça, qui sont des radicaux qui ne veulent rien comprendre. C'est ceux-là qui ont poussé Laurent Gbagbo à ne pas quitter le pouvoir, à ne pas démissionner. Et cela a provoqué la guerre, les 3000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que les militants du pays disent? Ils vont tout de suite dire à Assis Guégué qui est un menteur. Vous allez voir, dans les prochains jours, ils vont dire menteur là. Il faut manger un Dramane. Parce que tu manges un Dramane, il te donne l'argent, tu vas venir mentir sur le Woody. Tu vas venir, parce que toujours, ils voient des traites. Toujours, ils vont démentir ce que Assis Guégué a dit. Ils vont démentir, ils vont venir démentir pour dire non, c'est faux, ils racontent n'importe quoi derrière le dos de Laurent Gbagbo. Vous comprenez donc, les gars, ils n'ont qu'à revenir sur terre. Si Gbagbo est toujours là-bas, c'est parce que Assis Guégué, il négocie auprès d'Alassane. C'est ce que les gars ne savent pas. Assis Guégué, là, il négocie auprès d'Alassane Ouattara pour que Alassane puisse revoir sa position vis-à-vis de Laurent Gbagbo pour ne plus que les familles des victimes qui sont en Côte d'Ivoire puissent toujours se plaindre contre Laurent Gbagbo pour que la CPI en retour puisse essayer de le libérer. Parce que s'il n'y a plus de plaignants venant du pays, pour dire non, si on voit Laurent Gbagbo, ça va nous faire mal, on ne veut pas le voir condamner. S'il n'y a plus quelqu'un qui quitte en Côte d'Ivoire pour se plaindre contre Laurent Gbagbo, la CPI sera obligée de laisser les dossiers. Mais tant qu'il y aura des gens qui se plaindront, qui viendront de la Côte d'Ivoire, la CPI va dire bon, pour laver l'honneur des familles des victimes, ou bien pour soulager leur douleur, il faudrait que Gbagbo soit condamné et bleu-goudé. Est-ce que vous comprenez? Mais puisque Assis Guégué est en train de négocier auprès du gouvernement d'Alassane, il a adhéré au gouvernement d'Alassane et il négocie, il est sincère. Et il dit ça a été toujours la position de Gbagbo. Gbagbo lui avait demandé de rentrer dans le gouvernement d'Alassane depuis 2010. Il dit c'est ce que Laurent Gbagbo lui avait demandé. Rentre, travaille avec eux. Et il dit il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Laurent Gbagbo leur avait demandé de rentrer. Il avait demandé à l'armée de rentrer, de se rallier à Alassane. Et il y a des généraux au sein de l'armée qui ont refusé. Il dit quand la guerre a commencé, quand ils ont commencé à bombarder, Gbagbo a demandé à Assis Guégué d'aller à l'ambassade de la France pour demander à la France de cesser les bombardements. Et que lui, il va se rendre. Il va se rendre. Voilà ce qu'Assis Guégué a dit. Il dit quand la guerre a commencé à Abidjan, Laurent Gbagbo l'a envoyé sous les balles qui pleuvaient. Ah oui, on peut dire les balles pleuvent. C'est la métaphore, mais en réalité, on sait que les balles ne peuvent pas pleuvoir. Les balles ne sont pas la pluie. Mais sous les balles qui pleuvaient, Laurent Gbagbo a envoyé Assis Guégué. C'est parce que quand tu as confiance à quelqu'un, voilà pourquoi tu l'envoies en mission. Mais si tu n'as pas confiance à quelqu'un, est-ce que tu peux envoyer la personne en mission?
Lorsque on sait qu'il y a des difficultés. Si tu n'as pas confiance en lui, tu vas dire, lui là, il risque de me trahir, il risque de dire n'importe quoi là-bas, il va me trahir. Mais il dit, quand les hostilités ont commencé, Laurent Gbagbo a envoyé Assif Guégué, Gbagbo l'a envoyé pour aller voir l'ambassadeur de la France, pour qu'ensemble, l'ambassadeur puisse appeler la France pour demander à la France de cesser ces bombardements sur la résidence du président. Et a demandé, Laurent Gbagbo lui a proposé, a dit à Assif Guégué, va dire ça, et demander à ce que les forces de l'ONU viennent sécuriser sa résidence, afin qu'il se rende aux forces onusiennes. Et c'est comme ça Assif Guégué est allé à l'ambassade de la France. Il dit quand il est allé là-bas, Dogbo Blé, le général, c'est-à-dire il était le général de la garde républicaine, Dogbo Blé, que vous connaissez bien, ce général, il dit il n'est pas bon, il dit il est encore là. Dogbo Blé l'a appelé pour dire, ah, monsieur Assif, j'ai appris que vous êtes au sein de l'ambassade de la France, vous êtes parti, le président vous envoie. Il dit oui, il dit ok. Demande à la France de cesser les bombardements, demande à la France d'arrêter l'intervention. Et que tout ce que lui, Dogbo Blé, il demande, c'est la sécurisation du président. Ils n'ont qu'à sécuriser le président pour ne pas que le président meure. Et donc, si la France peut dépêcher les forces onusiennes pour que... ce que Laurent Gbagbo avait demandé à Assif Guégué, c'est ce que Dogbo Blé, à son tour, il répète à Assif Guégué. En disant à Assif Guégué de demander à la France de faire dépêcher les forces onusiennes afin de sécuriser la résidence du président. Pour que le président sorte, se rende. Pour éviter la guerre. Pour éviter que la guerre continue. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. Pour éviter que la guerre continue. Il voulait se rendre. Maintenant, quand Assif Guégué a convaincu l'ambassadeur de la France a accepté. Elle est rentrée en contact avec le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire qui s'appelait Choy. Et Choy, à son tour, a demandé à l'ONU d'aller sécuriser la résidence du président. Mais les forces onusiennes ne peuvent pas venir avec les bras ballants. Il fallait qu'ils aillent, ou bien il fallait qu'elles aillent avec les armes, les chars. Donc, en allant auprès de la résidence, comme convenu au sein de l'ambassade, parce qu'Assif Guégué, il avait déjà négocié. Gbagbo lui avait demandé, et Dogbo Blé lui avait demandé de négocier cela, en fait que Laurent Gbagbo sorte de sa résidence au bunker sain et sauf pour arrêter les combats. Donc les forces onusiennes partaient à la résidence de Laurent Gbagbo. Pendant qu'il s'approchait, il y avait des gens qui ont riposté, qui ont commencé à tirer sur les forces onusiennes. Voilà comment les forces onusiennes ont cru que c'était un piège. Ils ont dit, bon, nous partons. Le président nous a demandé d'aller sécuriser sa résidence. Nous a demandé de le protéger, afin qu'il sorte sain et sauf. Et nous approchons et les gens tirent sur nous. Voilà comment la France a demandé à l'ONU de replier. Et la France a commencé à intervenir, à bombarder massivement. Et elle n'a plus écouté Assif Guégué. Donc lui, il pense qu'il y a des radicaux qui ont demandé à ceux qui protégeaient la résidence de tirer sur les forces onusiennes. Donc ces gens-là ont été manipulés par des radicaux qui étaient autour de Laurent Gbagbo, qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo se rende, qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo cède dans le pouvoir. C'est ceux-là qui ont donné l'ordre à ce que ces gens qui étaient autour de la résidence de Laurent Gbagbo ne permettent pas aux forces onusiennes de rentrer dans la résidence et de prendre Laurent Gbagbo pour le sécuriser. Voilà comment Laurent Gbagbo n'a pas été sécurisé par l'ONU. Voilà pourquoi la guerre a continué. Et donc Laurent Gbagbo étant retranché dans son bunker, il ne savait pas ce qui se passait au dehors de sa résidence. Il ne savait pas ce qui se passait. Parce que lui, il était déjà au sous-sol, il était caché. Donc il attendait son ami Assif Guégué par rapport à la commission qu'il lui avait faite. Donc lui, il pensait que les forces onusiennes allaient venir pour le sécuriser. Or pourtant, pendant que ces forces sont venues, il y a eu des gens qui étaient autour de la résidence qui ont tiré sur les forces onusiennes. Peut-être ces gens, ils ne savaient pas que c'est Laurent Gbagbo qui avait demandé à l'ONU de venir. Peut-être ils étaient ignorants, ils n'étaient pas renseignés sur ça. Ça peut être vrai.
Peut-être qu'ils ne savaient pas. Donc quand ils ont vu les forces onusiennes, ils se sont dit, ah, ils viennent arrêter le président, ils viennent l'attraper. Donc nous, on ne peut pas le permettre. Voilà pourquoi ils ont riposté, ou soit ils étaient au courant des démarches du président et que quelqu'un d'autre les aurait manipulés pour riposter enfin que le président Gbagbo ne se rende point. Donc voici ce que Assimi Gueye a dit. Fatoumata, big up à vous. Pélagie Yapo, big up à vous. Donc voici, ce n'est pas une accusation, mais nous sommes là à relater les faits, l'historique des faits tels qu'ils se sont déroulés, de façon précise et concise. Donc nous ne sommes pas là à accuser qui que ce soit, on est là à parler pour pouvoir permettre aux autres, aux autres qui ne comprennent pas, de permettre à leurs esprits de se rafraîchir. C'est très important. Donc nous sommes là à rafraîchir la mémoire des gens. Donc voilà comment les choses se sont déroulées. Sinon, il n'allait pas avoir les 3000 morts. Et donc, dans son discours, il dit salut Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo est en train de prendre tous les pots cassés de ceux qui ne voulaient pas qu'il démissionne, de ceux qui le menaçaient hier, qui lui disaient que s'il démissionnait, ils allaient lui faire du mal. C'est lui, Laurent Gbagbo, seul qui prend maintenant les pots cassés. Et ceux qui n'avaient pas voulu qu'il démissionne aujourd'hui, ils sont en liberté. Mais il ne peut pas citer leur nom. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui se réclament pour un pays Gbagbo ou rien, qui sont des hauts cadres, qui hier ont manipulé Laurent Gbagbo, qui hier se sont imposés contre ce que Laurent Gbagbo voulait. Et aujourd'hui, c'est lui seul qui paye les pots cassés. Et eux, ils sont en liberté. Ils sont en liberté parce qu'eux, on ne les voit pas comme chef d'État. Eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est Laurent Gbagbo qui était le président. Donc, tout ce qui s'est passé, ça est sur la tête de Laurent Gbagbo. Mais au fond, ce qui s'était passé dans les coulisses, dans le fond, personne ne le sait. Il fallait que Assimi Gueye vienne au grand jour pour expliquer aux gens que Gbagbo n'était pas d'accord pour la guerre. Il voulait démissionner. Ses amis ont pris le dessus. Ses amis lui imposaient leur propre calendrier. Vous savez, Gbagbo, c'est quelqu'un, il est très timide. Voilà pourquoi Soro Guillaume l'a amené en bateau. Soro Guillaume l'a manipulé dans tous les sens. Et donc, en sous-entend, voir, comment on appelle ça, Assimi Gueye, ça veut dire Laurent Gbagbo, dans son propre pays, en tant que président, il ne prenait pas les vraies décisions que lui-même il voulait. Donc, cela veut dire que ses amis lui imposaient leur propre vision. On comprend pourquoi il avait échoué. On comprend pourquoi il avait échoué, parce que s'il veut faire quelque chose, ses amis s'opposaient à lui. Il lui disait non. Et lui, il est dans le fantasme. Il ne pouvait pas prendre de décision pour dire tu n'es pas d'accord avec mes visions, donc tu es démis de tes fonctions. Il se disait que bon, ce sont ses amis. Ils ont lutté longtemps pour pouvoir prendre le pouvoir, donc il ne peut pas les chasser d'un moment à l'autre. Et il est tellement habitué à eux, voilà pourquoi il s'est laissé manipuler. Ce n'est pas pour ne rien. Il a dit, Assimi Gueye a dit dans ses propos, que quand Laurent Gbagbo avait dit, si Aboudraman Sangaré tient, lui il tient, il dit, il est le seul qui peut déchiffrer cela. Il sait pourquoi il avait dit que si Aboudraman Sangaré tient, lui il va tenir. Ce n'est pas pour ne rien. C'était les Sangaré qui s'étaient opposés. Donc, puisque lui, il représentait maintenant l'idéologie des sangaréistes qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo démissionne, il leur a dit, bon, ok, si vous tenez là, moi aussi je vais tenir. Puisque c'est vous qui m'avez demandé de rester, donc tenez, si vous tenez, je vais tenir. Si vous ne tenez pas, je ne pourrai plus tenir. Parce que c'est vous qui m'avez demandé de rester. C'est vous qui m'avez menacé que si jamais je démissionne, voilà ce qui peut m'arriver. Donc si vous tenez, je vais aussi tenir. Voilà, donc Sangaré n'était pas seul. Il y avait le leader Kwasi Moïse. Il y avait, comment il s'appelle celui-là, ce dernier-là qui crie partout là. Oh, il y a un encore. C'est ceux-là qui ont imposé leur agenda à Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ils sont en liberté. Malheureusement, Sangaré est mort. Mais on allait lui demander des comptes. Il est mort. Il est parti trop tôt. Donc, il reste encore les leaders Kwasi Moïse, à ce que je sache. Et il reste encore, il y a un là. Comment il s'appelle? Lui qui se dit... comment il s'appelle? Simone Gbagbo aussi s'est opposée à son époux. Elle s'était opposée à son époux, Laurent Gbagbo. Elle ne voulait pas que Laurent Gbagbo démissionne.
Donc voilà comment les gens, Afi était pour la démission de Laurent Gbagbo, et c'est ce qui était la position de Gbagbo. Assis Gueye était d'accord pour la démission de Laurent Gbagbo, parce que c'est ce que Laurent Gbagbo voulait. Donc quand vous voyez le RPI d'aujourd'hui, pourquoi Gbagbo ne parle pas? Pourquoi Afi est accusé de traite? Pourquoi Assis Gueye est accusé de traite? Parce que ceux-là, ils s'attendaient à Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui n'approuvaient pas cette idéologie, cette vision de Gbagbo, c'est ceux-là qui ont manipulé certains militants en leur faisant croire que Afi est un traître et que Assis Gueye est un traître. Donc, quiconque négocie avec Ouattara, quiconque parle avec Ouattara, automatiquement, ils voient ces derniers comme des traîtres. Or, au début, c'était ça la vision de Gbagbo. Parler avec Ouattara, travailler avec Ouattara. Et Assis a dit, quand il a commencé à travailler avec Ouattara, Gbagbo l'a salué. Il y a des trucs, des canaux pour pouvoir communiquer. Donc, Gbagbo l'a salué. Et jusqu'à tellement Gbagbo était content. Il travaille avec Michel Gbagbo dans son cabinet. Donc, vous comprenez Michel Gbagbo qui, lui, est professeur. En dehors de ça, il a eu ses diplômes pour être magistrat, je ne sais pas, juge ou avocat ou procureur. Il a eu ses documents, il a eu ses trucs, comment on appelle ça, ses diplômes en fait. Mais il travaille avec Assis Gueye. Mais est-ce que Michel Gbagbo ne communique pas avec son père? Ou bien il est contre son père? Et donc, Michel Gbagbo, il dénigre maintenant son propre père et que c'est Alassane Ouattara il aime. Mais s'il travaille, c'est son père qui lui a demandé. C'est son père qui lui a demandé de travailler. Même s'il est grand pour prendre ses propres décisions. Mais en tant qu'une grande personne, en tant qu'un responsable, parce qu'il n'est plus un enfant, il sait prendre des bonnes décisions. Mais avant tout, il sait que les Ivoiriens ont souffert. Et donc, pour prendre une quelconque décision, pour ne pas compromettre l'idéologie ou la vision de son propre père, au moins il doit avoir un aval venant du côté de son père. Et donc, s'il acceptait de travailler dans le gouvernement de Ouattara, c'est que son père est d'accord. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, tous ceux qui avaient fait bloc pour combattre Laurent Gbagbo, au moment où il voulait faire sa déclaration pour démissionner, c'est ceux-là qui sont encore dans cette histoire de trucs Gbagbo ou rien qui ont créé ce mouvement Go, et qui combattent Afi, qui combattent les Assis Gueye, qui ont combattu tous ceux qui ont voulu se rapprocher des trucs de Ouattara, qui évitent tout sortes de dialogue, qui ne veulent même pas qu'il y ait un dialogue. Or, la politique que Afi, et je ne suis pas pro Afi, moi je milite pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc j'aime la politique de Ouattara, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'aime bien sa politique. Mais au sein du pays, il faudrait qu'on dise la vérité à certains membres du pays qui sont têtus, qui ne veulent rien savoir. Donc ils ne savent pas que c'est à travers les négociations que Laurent Gbagbo pourra sortir. Que Blé Goudé, il a quelle influence? Il a qui même? Il a quel haut cadre? Parce que lui-même, il a vécu avec eux. Il a vécu avec les hauts cadres, tous les hauts cadres du pays qui pouvaient causer avec Ouattara, qui pouvaient réellement dialoguer avec Alassane. Ils sont pro-Gbagbo. Blé Goudé, c'est maintenant, il a formé son petit mouvement. Et tous ceux qui le suivent là, ils n'ont aucun petit poids. Ils ne peuvent même pas aller croiser Ouattara pour discuter avec lui. Ouattara, il les considère comme les Soros, les déchets. Il les considère comme des petits rebelles. Donc, pour que Blé aussi, à son tour, il sorte. Est-ce que l'appel de Blé là, qui accepte ça? Personne n'accepte. Mais voyez, si Laurent Gbagbo dit je veux croiser mon homologue Ouattara, et qu'Alassane vient en Europe, il est capable de croiser Gbagbo. Parce que ce sont des gens qui peuvent manger dans. Ils peuvent jouer dans la même cour. Ils ne peuvent pas jouer dans la même cour et Blé Goudé. Donc, Blé Goudé, je veux croiser Ouattara, Ouattara, il s'en fout. Il dit toi et Soro, vous jouez dans la même cour. Voilà pourquoi il a croisé Soro. Mais le jour où Ouattara veut croiser Gbagbo, le jour où Gbagbo veut croiser Ouattara, c'est vite fait. C'est vite fait. Mais pourquoi ils ne croisent pas Ouattara? Ce sont ces mêmes charognards-là qui sont autour de Gbagbo, là, qui ne veulent rien. Et ils réussissent toujours à imposer leur vision à Gbagbo. C'est ça le vrai problème. Et Gbagbo est devenu une marionnette dans leurs mains. Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'ils l'ont bassé, parce que tout est possible en Afrique. Hein. Je ne sais pas où ils l'ont amené pour l'attacher. Mais en tout cas, tout ce qu'ils disent, lui aussi, il dit, il accepte. Et il n'a plus la liberté de sa propre politique. Ceux qui avaient refusé hier que Laurent Gbagbo démissionne, c'est ceux-là encore qui sont autour de Gbagbo, qui magouillent, qui accusent, qui poussent les militaires à accuser quiconque
quiconque dialogue avec Ouattara, automatiquement, il passe à l'offensive pour dire c'est un truc. Maintenant, le bas peuple qui ne comprend rien, le bas peuple qui ne connaît même pas la vraie position de Laurent Gbagbo, le bas peuple qui n'a pas la version de Laurent Gbagbo, ce peuple croit à ces gens-là. Parce que dans la tête de la population ivoirienne, le peuple se dit quoi? Mais avec tout ce qui s'est passé, Gbagbo est allé à ce pays, Gbagbo ne peut jamais causer à Ouattara. Non, quiconque cause à Ouattara, c'est que non, il a trahi Gbagbo. Voilà leur conception, voilà leur vision. Or, Gbagbo, il n'est pas comme ça. Lui, il ne voit pas les choses de la manière ces gens-là voient les choses. Maintenant, ces radicaux-là, eux, ils profitent de ça. Ils se disent, mais le peuple ne peut jamais comprendre, puisque Gbagbo ne tiendra aucun discours. Sinon, il pouvait dire merci à vous, sans même faire la politique, ils pouvaient dire, bon, réconciliez-vous et tout. Mais c'est eux, ils ne veulent même pas que Gbagbo tienne un discours. Il ne peut pas, parce que tant qu'il ne tient pas de discours, eux là, leur magouille va toujours marcher, ça va fonctionner. Et c'est clair, il n'y a pas de débat. Mais depuis qu'il ne tient pas de discours, vous ne voyez pas des gens qui désertent, ils suivent Soro. Il dit, mais Gbagbo nous a trahis, on a mené la lutte, et Gbagbo, il est sorti, il n'a même pas fait un petit discours pour nous remercier, et ceci, c'est rentré ici, c'est Mamie, c'est Loto. Mais vous comprenez déjà que ces gens-là, ils sont déçus. Maintenant, il y a d'autres qui sont derrière pour dire, non, Gbagbo, on lui a interdit toutes sortes de trucs, de discours et tout. Donc, c'est pas de sa faute, c'est la CPI. Mais non, il a les mêmes restrictions que Brégoudé. Ce sont les mêmes interdictions que Brégoudé. Donc, ils n'ont pas dit à Gbagbo, tu ne dois pas dire ça, Brégoudé doit dire ça. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que ce sont les mêmes charges, ce sont les mêmes trucs qui s'appliquent à eux. Donc, de la manière Blé parle, Gbagbo aussi, il peut parler. Mais c'est parce que tout simplement, ceux qui sont autour de lui, ils ne veulent pas que ce dernier il fasse une déclaration. Parce que ça sera un choc pour eux. Et ça va leur faire perdre leur mangement. Et Assed Gueye a dit, ils utilisent le nom de Laurent Gbagbo pour faire du business. Il a dit ça dans ses propos. Il sait de quoi il parle. Il dit, ils prennent le nom de Gbagbo pour aller faire leur business. Donc, imaginons un Gbagbo qui tient un discours pour dire, je veux la réconciliation, je veux que mes militants fassent confiance au gouvernement d'Alassane, je veux qu'ils travaillent ensemble pour la paix. Mais ça, c'est un coup de poignard dans leur dos, c'est radicaux. Ils vont dire, mais dis donc. Donc, automatiquement, le peuple ivoirien va se rallier à la cause de Gbagbo. Le peuple ivoirien sera d'accord avec le truc Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils utilisent ce nom-là pour se faire de l'argent. Gbagbo a dit, ils s'en vont faire des pagnes. Gbagbo a dit, ils s'en vont frapper la porte des autres dirigeants africains. On leur donne des millions, on leur donne des milliards. Non, c'est pour se battre pour Gbagbo. Ils ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Et le vieux, il est couché à Bruxelles ici. Avant, il était couché à la CPI. Maintenant, il est couché à Bruxelles. Il ne sait même pas ce qui se passe sur son dos. Il faut n'importe quoi. N'importe qui se lève, il dit Gbagbo a signé un document, voici ce que Gbagbo dit. Et il empêche de parler. Et ils font n'importe quoi. Et ils poussent les Ivoiriens à avoir la haine entre eux, à se diviser entre eux. Assed Gueye a été clair. Il a été clair. Il dit il cause à Gbagbo. Il connaît toujours la position de Gbagbo. Et que ceux qui pensent que si Gbagbo vient, il aura ricouché, il dit c'est du mensonge. Gbagbo lui a toujours dit que s'il revient, il va aller à Mama. De la manière il avait dit en 2017, qu'il voulait quitter le pouvoir pour laisser la politique pour aller à Mama. C'est sur cette même position que Gbagbo est toujours resté. Et il dit, il reste toujours sur cette position. Donc les militants fanatiques, les militants adoubés par ces grands radicaux, soi-disant amis de Gbagbo, quittez dans vos rêves. Gbagbo là, s'il est libre, il ne va pas en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Lui, il dit, il veut aller au village. Il va profiter de son truc, comment on appelle ça, de l'argent de sa retraite. Il va bénéficier de ça. Voilà, c'est à vous maintenant de suivre, c'est à vous maintenant d'organiser le FPI. Voilà pourquoi Gbagbo n'intervient pas dans cette histoire du FPI. Voilà pourquoi il ne donne pas d'ordre aux membres du FPI, parce qu'il sait qu'eux tous, ils sont des traîtres. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à des traîtres qui l'ont poussé à être dans un pétrin, dans un dilemme pareil, qui refusent toutes sortes de dialogues? Pendant que Laurent Gbagbo envoie des gens pour parler avec Alassane Ouattara, pour trouver un consensus, afin que lui, il sorte de la prison et rentre en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, d'autres clashent le gouvernement de Ouattara, d'autres s'organisent pour encore augmenter les tensions et faire croire aux gens que Laurent Gbagbo, voici sa position. Pourtant, le vieux n'a pas dit ça. Donc, c'est ce qui fait mal.
C'est charognard. C'est ce qui fait mal. Ils sont mauvais. Eux, ils sont en liberté. C'est parce qu'ils n'ont pas été condamnés qu'ils font ça. Ces bandits-là, ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas été condamnés. Donc, voici ce que Assi Guégué a dit. Voici ce qu'il a dit. Il dit, le général Dobo Bré est là. Et que Dobo Bré avait aussi demandé à ce que les hostilités se calment, que la guerre s'arrête. Il était sur la même position que Laurent Gbagbo. Quand ça a commencé, il a dit non, il faut négocier, Gbagbo va démissionner, nous allons les sécuriser pour éviter un bain de sang. Donc Dobo Bré était sur la même ligne. Voilà. Mangou était informé dès le début. Voilà pourquoi Mangou, dès les premières heures, il s'est rallié. Mais il n'a pas pu faire un communiqué pour pousser les autres forces à aller se rallier. Alors que dès les premières heures, là, il s'était rallié. Mangou s'était déjà rallié parce que Gbagbo lui avait demandé de se rallier. Gbagbo lui avait demandé de dire aux autres militaires de se rallier. Donc Mangou, quand Gbagbo lui avait dit ça, d'autres, les charognards, c'est-à-dire ceux qui étaient les gors, les radicaux, sont passés par d'autres militaires pour menacer Philippe Mangou. Ils voulaient ôter la vie à Philippe Mangou. Que si jamais il fait une telle déclaration, il va voir. Voilà comment Philippe Mangou a fui pour aller se réfugier dans une ambassade d'un pays. Je ne sais pas si c'est Afrique du Sud. Il allait se réfugier là-bas. Parce que sa vie aussi était menacée. Mais ce n'était pas menacé. Ce n'était pas Gbagbo qui avait donné l'ordre à ce que les gens fassent la peau à Philippe Mangou. C'est parce que Gbagbo avait demandé à Assi Guégué d'aller dire à Philippe Mangou de demander à l'armée ivoirienne de se rallier à la cause d'Alassane et créer une armée unique pour pouvoir travailler avec Alassane. Et les radicaux ne voulaient pas. Ce sont eux qui ont utilisé d'autres pour s'opposer à Philippe Mangou, pour ne pas qu'il fasse une déclaration. Voyant sa vie menacée, il a fui pour aller dans une ambassade. Voilà pourquoi quand Philippe Mangou est allé à la CPI, il n'a pas témoigné contre Gbagbo. Parce qu'il connaissait Laurent Gbagbo, il savait. Il connaissait la position de Gbagbo et il savait que Laurent Gbagbo ne l'avait pas menacé. C'est ceux qui étaient autour de lui là qui le menaçaient de mort. Donc, il ne pouvait pas mettre les charges sur Gbagbo pour dire « Gbagbo voulait me tuer ». Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas dire aussi que Gbagbo avait envoyé des gens pour massacrer des Ivoiriens. Donc, les opérations qui se passaient là, c'était autour de Gbagbo. Des radicaux qui prenaient des décisions, qui donnaient des ordres aux militaires sur le terrain pour aller massacrer des gens. Et Laurent Gbagbo était ignorant. Il est dans son palais. Lui, il négociait pour que les hostilités cessent. Or, pendant ce temps, d'autres téléguidaient les militaires pour aller commettre des crimes à Bobo, sur le terrain. Ils faisaient n'importe quoi. Voilà, c'est ce qui a fait que à la CPI, ils n'ont pas su avoir des preuves contre lui pour dire c'est lui qui a donné des ordres. Parce que tous les généraux qui sont venus, ils ont essayé de voir la traçabilité des ordres qui leur avaient été donnés pour aller opérer dans tel coin. Ils ont su que les ordres ne venaient pas du président. Et que le président n'avait pas donné d'ordre à qui que ce soit pour aller massacrer des gens. Donc, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui attestait que Laurent Gbagbo leur avait donné des ordres. Mais les ordres venaient de son entourage. Les ministres et les conseillers de Laurent Gbagbo qui prenaient des ordres parce qu'ils tenaient Laurent Gbagbo en main. Et ils lui demandaient de ne pas démissionner. Vous imaginez combien de fois ça fait truc. Imaginons Alassane, par exemple, s'il veut démissionner et puis son entourage lui demande de ne pas démissionner. Et certains militaires complices disent, Monsieur le Président, si tu essaies de démissionner, c'est nous-mêmes on va t'abattre. Voyant sa vie menacée, il ne peut rien dire. Il va jouer le jeu. Il va faire comme s'il est avec eux. Mais c'est à sa suivi qu'il joue ce jeu pour ne pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il n'y a pas eu de trucs contre lui, des charges contre lui qui attestent que lui, il envoyait des gens pour aller commettre des mal. Et nous, on ne savait pas. Il fallait qu'un Assi Guégué fasse cet éclairage, mais il a pris assez de temps. Assi Guégué a mis beaucoup de temps. Il pouvait faire cette déclaration depuis le début, mais il a trop attendu. Mais il y avait du monde. Toute la presse était là. Tout le monde était là. Mais il y a des ministres de Ouattara qui étaient présents. Il y avait des trucs qui étaient présents ce jour-là. Et puis il a fait cette déclaration. Donc beaucoup qui ne savaient pas ont compris. Ils ont dit, ah donc c'est comme ça, ça s'est passé. Beaucoup se sont dit, ah donc on ne savait pas. Gars, c'est comme ça, ça s'est passé. Mais on ne savait rien. Donc beaucoup ont compris aujourd'hui. Ont compris
pourquoi la guerre a eu lieu en Côte d'Ivoire? Beaucoup ont vu leur position se réorienter. Beaucoup ont compris que ils étaient dans une fausse opposition. Leur vision envers Gbagbo, beaucoup ont changé en même temps. Ils ont dit, donc si c'est arrivé, donc ce n'était pas Gbagbo, donc c'était son entourage. Voilà pourquoi vous verrez, dès qu'Afi essaie de causer avec Ouattara, oh, ça soulève un tollé. Oh, Afi est traître, Afi est traître, il a causé avec Ouattara. Mais eux, par contre, ils causent un Soro. Leur problème là, ce n'est pas une histoire de truc. Leur problème, c'est Ouattara qui les énerve. Laurent Gbagbo ne voit pas les choses comme ça. Eux là, ils sont prêts à faire alliance avec Soro, les radicaux qui sont auprès de Gbagbo là, qui veulent la guerre, Or Gbagbo, ce n'est pas ça sa vision. C'est ceux-là qui se rallient à Soro. Mais lorsque ceux qui sont dans la même vision que Laurent Gbagbo, ils essaient de se rapprocher à comment on appelle ça, à Alassane, ils vont faire un tapage médiatique. Ce sont des traîtres, ils ont trahi Gbagbo. Et Gbagbo, il ne peut pas aussi parler, il est là-bas. Il ne peut rien dire. Si lui-même il parle, ils sont capables de l'empoisonner. Ah oui? Ils sont capables même de lui donner du poison. Il ne peut rien dire pour préserver sa vie. Et ces gens-là, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc, voici un peu ce qui a fait que Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, ce qui a fait que la guerre a eu lieu, ce qui a fait que les Ivoiriens sont morts, ce qui a fait que d'autres sont en exil aujourd'hui. Les Damana Pikas, les trucs, comment on les appelle, les Kone Katina, c'était les vrais radicaux, ces gens-là. C'est ceux-là qui étaient des radicaux. Les Aboudraman Sangaré, à tout cas, ils étaient, les Charles Blé Goudé s'opposaient à tout ça. Ils ne voulaient pas que Gbagbo démissionne. Blé Goudé, Simon Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Kone Katina, Damana Pikas. Voilà ces gens-là qui ne voulaient même pas que Gbagbo démissionne. Qui le menaçaient. Et au sein de l'armée, il y avait Dobo Blé était d'accord pour la démission de Gbagbo. Mais parmi eux, beaucoup étaient contre la démission de Laurent Gbagbo. Voilà le vrai danger. Or, l'armée qui le surveille là, mais cette armée, si elle ne veut pas que tu démissionnes, tu fais comment? Que si tu veux faire truc en tabac, tu fais comment? Tu es obligé de dire, ok, je ne démissionne pas. Tu es obligé, parce que ta vie est menacée. Qui a manipulé l'armée lorsque l'ONU venait sécuriser Laurent Gbagbo? Qui a poussé à l'armée de tirer sur les éléments de l'ONU? Mais ce sont ces mêmes radicaux qui ont dit n'acceptez pas à ce que l'ONU s'approche. Parce que si l'ONU arrive, c'est pour prendre le président et on perd notre pouvoir. Donc riposter. Voilà comment ils ont tiré sur l'ONU. Donc c'est inadmissible, ces gens qui ont fait ça, c'est malheureux, c'est mauvais de leur part. C'est mauvais de leur part. Et c'est à cause de Laurent Gbagbo est toujours à la CPI. Sinon, il y a longtemps, il serait sorti. Il y a longtemps, il aurait déjà retrouvé la liberté. C'est ceux-là qui font croire aux Ivoiriens que si Laurent Gbagbo vient, il aura un match qui retourne. Mais quand c'est comme ça, au nom de la sécurité de l'État ivoirien, mais le gouvernement ivoirien aussi prend des dispositions. Et ceux qui ont vu leur famille en deuil lors de cette guerre, mais ces gens-là, ils ne savent pas que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a poussé les gens à aller faire la guerre. Est-ce qu'ils connaissent les proches de Gbagbo qui ont imposé leur dictat à Gbagbo? Eux, ils ne voient pas ça. Eux, c'est Laurent Gbagbo, ils ont affaire à Gbagbo. C'est tout. Eux, c'est Gbagbo qui était le chef. Ceux-là, ils voient Gbagbo. Et quand ils attendent, ils apprennent que si Gbagbo vient encore, il aura la guerre, mais ça les pousse à dire, bon, on ne veut pas voir Laurent Gbagbo. Parce que sa présence va mélanger le pays. Sa présence va encore créer une autre guerre. Et on a peur de voir encore nos proches mourir. Donc, ils sont obligés de pousser leurs propres avocats, les avocats des victimes, à appuyer les dossiers tout le temps. Mais si ces radicaux qui sont au sein du pays, ils essayaient de dire au peuple ivoirien que Laurent Gbagbo ne vient pas pour faire la politique, il ne vient pas pour faire un match qui retourne, il vient pour se retourner dans son village natal, Mama. Je pense que le peuple ivoirien allait comprendre pour dire, bon, sa présence et tout ça, ça ne peut pas menacer la sécurité du peuple. Ça ne peut pas créer un désordre. Donc, il n'y a pas de truc, de problème.
on va le laisser rentrer. Mais ceux qui alimentent les choses, qui font des vidéos, qui sont poussés par certains hommes politiques, et ils font croire au peuple que si Laurent Gbagbo vient, ils vont désobéir au gouvernement d'Alassane. Mais ça, c'est un danger. C'est une menace de façon indirecte. Or, le leader lui-même, le concerné, il n'a pas de telle mentalité, il n'a pas de telle pensée. Mais ceux qui sont derrière, qui ne veulent même pas le voir être libre, qui prennent son nom pour faire du commerce, qui prennent son nom pour essayer d'empêcher la CPI de le libérer, parce que c'est ça aussi, leurs agissements font que la CPI se dit, parce que Fatou Bensouda, ça a été plusieurs fois la cause, ils ont dit non, les militants de Gbagbo sont comme ça, Fatou Bensouda a pris ça comme argument pour ne pas lui donner cette liberté dont il bénéficie aujourd'hui. Parce qu'il avait fait des requêtes à plusieurs reprises, la CPI avait dit, si on le libère, ça va créer un désordre total au pays, ceci, cela. Et puis ils suivaient leurs déclarations, ils écoutaient leurs déclarations, leur mouvement qu'ils faisaient. Mais qui était caché derrière? Qui faisait tout ça? Qui poussait ces cyberactivistes dites go? Qui poussait ces hauts cadres du pays qui ne voulaient rien savoir? Qui, eux, ils faisaient ces genres de déclarations musclées, qui ne veulent même pas entreprendre des démarches de négociation, qui sont dans une posture radicale, une posture de déclencher une guerre dans notre pays. Or, Gbagbo lui-même, il n'est pas dans cette posture. C'est ce que Assimi Bigué vient de déclarer. Puisqu'ils sont membres du pays, il ne peut pas exposer ses homologues, il est obligé de taire leur nom. Et il dit c'est ceux-là qui agissent comme ça. Donc ce sont eux qui empêchent Gbagbo de sortir. Et que Gbagbo, sa vision, c'est d'aller à Mama. C'est d'aller à Mama. L'histoire de Mama, là, ça y est toujours dans sa tête. Et c'est vous qui lui donnez une autre vision de riposte, une vision de déstabiliser l'État ivoirien. Or, lui, il ne pense pas comme ça, il n'est pas dans cette posture. Voilà le vrai problème. Et les militants qui ne comprennent pas, qui sont manipulés, eux, ils se disent, si Gbagbo est libre, eux, ils ne vont plus respecter, les règles de l'État ivoirien. Mais ça devient dangereux. Eux, ils vont dire, c'est Gbagbo qui est leur président. Et qu'ils ne reconnaissent pas Alassane. Ce sont les radicaux autour de Laurent Gbagbo qui ont toujours considéré Alassane comme étranger, qui ont toujours dit qu'Alassane était Mogossi. C'est ceux-là qui manipulent le peuple. C'est ceux-là qui poussent le peuple à faire ça. Lui qu'on appelle le drone, qui se fait appeler Serge Kofi, qui a été arrêté dans ces temps-ci, parce qu'il a divulgué des fausses informations et tout. Mais il avait des liens avec les radicaux du pays. Tous les meetings que les membres du pays font, c'est lui qui était le caméraman. C'est lui qui filmait les mouvements. Est-ce que vous comprenez? Il était le caméraman, il a des liens et il se connaissait. C'est ceux-là même qui le poussaient avec la complicité d'une partie de l'armée ivoirienne. Parce que je tiens à vous informer qu'il y a eu 30 militaires qui ont été arrêtés, qui filaient des fausses informations à Serge Kofi, qui se fait appeler le drone, qui est sur place, les membres de l'armée. Et il y a encore beaucoup, il y a beaucoup qui ont fui, qui étaient impliqués là-dedans, dans le but de pousser le peuple à se soulever contre le gouvernement ivoirien. Mais ce Serge Kofi, qui se faisait appeler le drone, qui recevait des informations de la part de l'armée, parce que je vous ai toujours dit qu'au sein de l'armée, il y a des manipulés, il y a des infiltrés. J'ai toujours répété ça dans mes vidéos et j'ai toujours demandé au gouvernement de faire très attention. Et comme ce dernier, il recevait une information de la part de l'armée ivoirienne et une autre partie qui venait de la part des opposants à Alassane Ouattara, qui sont les radicaux du pays, qui coopèrent avec ce Serge Kofi. Mais voilà pourquoi ils divulguaient les fausses informations pour essayer de pousser le peuple à semer le désordre. Donc eux, ils n'ont jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais voulu la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours œuvré pour le désordre. Ils savent que quand il y aura désordre, Gbagbo ne reviendra pas. En tant que Gbagbo est là-bas, leur business va prospérer. Voilà leur problème. Et si Gbagbo est là, qui va encore les suivre? Qui va encore leur donner des prêts? S'ils font des pains, qui va encore acheter? Gbagbo est là, leurs militants qui les suivent en ce moment-là ne vont plus acheter leurs pains, ne vont plus cotiser pour leur donner de l'argent. Ils ne vont plus les manipuler.
Donc eux, ils ne veulent pas. Voilà le vrai problème. Donc c'est ceux-là qui sont les vrais responsables de la condamnation de Gbagbo. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas le gouvernement de Ouattara qui a condamné Gbagbo. Ce sont les hauts cadres du FPI eux-mêmes qui ont poussé Laurent Gbagbo dans le feu. C'est eux qui sont les vrais responsables de la condamnation de Laurent Gbagbo. De la déportation plutôt de Laurent Gbagbo. De sa terre natale, qui est la terre ivoirienne. C'est très important. Donc, je faisais ce direct pour dire ça, pour m'attirer cela. Maintenant, je réitère encore, je dis, j'ai mis le numéro du compte bancaire sur le titre de la vidéo pour ceux qui aimeraient donner des dons. Voilà. Parce que d'autres disent, oh, ça c'est de la mendicité. Non, ce n'est pas de la mendicité. Nous méritons ce que nous faisons. On mérite quand même un petit salaire. Mais si c'est vous qui suivez les prophètes, les pasteurs, les imams, quand ils finissent de prêcher, vous donnez des quêtes, non? Souvent même, ils vous dépouillent les poches et vous devenez très pauvres. C'est eux-mêmes qui fixent le quota que vous devrez donner. Ils vont vous dire, bon, il faut faire une enveloppe, une partie, la moitié de ton salaire, il faut donner. Et puis vous donnez. Vers la fin, vous vous retrouvez très pauvre. Mais moi, complet, je ne demande pas. Je dis ce que tu peux obtenir. Si c'est 5 euros, si c'est 1 euro, si c'est 2 euros, si c'est 20 euros, 100 euros, 200 euros, ce que tu peux avoir, il faut faire un virement sur le compte. Il faut faire un virement sur le compte. Le numéro du compte bancaire se trouve sur le titre de la vidéo. Il y a d'autres qui disent on ne veut pas. Oh, pourtant, c'est même qui disent ils ne veulent pas là. Ils ne veulent pas donner quelque chose à leur prochain. Oh, pourtant, quand leur prochain fait un direct, ils sont contents, ils regardent. Ça leur fait du bien. Au contraire, quand tu passes ton temps à regarder, quand tu finis ton boulot, souvent nos vidéos vous mobilisent, vous motivent. Quand vous êtes au travail, vous écoutez et vous avez la force. Ça vous permet de travailler et gagner encore de l'argent. Ouais, ça vous motive. Tu mets tes écouteurs, ton téléphone dans ta poche, tu écoutes la vidéo, ça te motive et tu travailles fort. Parce que j'ai reçu des messages comme ça. Il y a des gens qui vivent dans les pays arabes, il y a d'autres même en Europe, en Amérique. Quand ils s'en vont travailler, pareil, ils font des jobs qui sont tellement durs. Ils mettent leurs écouteurs, ils nous écoutent, ça leur donne encore la force. Et ils travaillent fort. Donc nos vidéos vous mobilisent. Ça ne vous déstabilise pas. Ça vous mobilise, ça vous permet de gagner vos vies. En vous donnant le courage de travailler dans vos boulots pour pouvoir avoir de l'argent. Mais la boisson, au lieu de donner un petit don à ton prochain, non, tu ne veux pas, tu t'en as acheté une bouteille de champagne qui va te coûter 500 euros ou bien 1000 euros. Et tu t'en vas dans les boîtes de nuit, tu fais malin. Oh, cette bouteille va te détruire. Cette bouteille va te nuire. Cette bouteille va te défriser les poches. Là, on ne te demande pas 1000 euros. On ne t'a pas demandé de donner 1000 euros. On dit si tu as 1 euro, 5 euros, 3 euros, il faut faire un don. Toi, tu prends l'argent, tu t'en vas donner ça dans les boîtes de nuit. Tu t'en vas chercher les filles qui se vendent. Tu as payé une somme colossale, même vers la fin, même elles vont te fouiller, elles vont te droguer, elles vont piller ton argent et fuir. Tu ne sais même pas où elles sont parties. Et tu sors là-bas, tu es 0-0, tu arrives à la maison, madame te demande, ah, chou, je veux faire tant, monsieur n'a plus l'argent. Tu t'en vas prendre crédit. C'est mauvais de votre part. Donner des dons, ça fait quoi? Donner des dons. L'ouvrier mérite son salaire, même en dehors de ça. On sait que chacun travaille. Chacun travaille, c'est tout à fait normal. Mais quand nous avons un bout de temps, quand le travail finit, on vient tous à la maison, n'est-ce pas? On vient tous à la maison. On se lave, on mange et on ne sait plus quoi faire. Quand tu allumes la télé, ils vont te parler de Corona, Corona. Toi-même, tu en as marre. Tu regardes sur Internet, tu ne sais pas. Tu tombes sur une vidéo, tu dis, ah, je vais perdre mon temps ici. Et donc, ça te fait du bien, ça t'apaise. Tu es tout fatigué. Tu rentres, tu écoutes une vidéo, tu peux commenter, ça te fait du bien. Donc ça te fait réjouir le cœur. Or, un cœur réjoui est un bonheur pour celui qui porte ce cœur en lui. C'est un bonheur. Et encore, c'est un mois sacré. Ce mois est un mois de jeûne. Vous jeûnez. Et vous êtes encore les mêmes qui insultez les gens. Et tu m'as dit, mais écoutez, quand tu gênes, il ne faudrait pas que des propos, comme des propos qui s'orientent dans le domaine des critiques, sortent en toi. Parce que c'est un péché que tu es en train de commettre. C'est anormal. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas insulter. Il faut pardonner, il faut faire des dons, c'est important. Et c'est en ce mois-là, ce mois sacré, ce mois de Dieu-là, que Dieu te bénit.
Mais tu es en mot, tu jeûnes, tu es en carême pour que Dieu te bénisse. Et c'est hey, tu demandes truc, imbécile, et vous insultez. Pourquoi tout ça? Et en retour, vous attendez la grâce de Dieu. Tu veux griller toute l'année. C'est 12 mois. Hein? Dieu t'a permis de voir ce mois sacré, ce mois de Ramadan qui est très sacré chez les musulmans. Dieu t'a permis de vivre ce mois. Dieu t'a permis de jeûner pour que, en retour, tu puisses bénéficier des fruits bien mieux que Dieu va te donner en guise de récompense par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, il faut avoir une bonne moralité, un cerveau propre, une pensée très propre, des discours propres. En retour, tu auras tout. Que tu sois femme, si tu n'as pas marié, tu demandes le doigt à Dieu. Mais dans tes pensées, il ne faudrait pas que tu aies des pensées noires, des propos violents. Il faudrait que tu sois apaisé, tu sois une femme libérée. Il faudrait que tu fasses des dons. En retour, Dieu, il te donne. Dès que carême finit, voilà ton mari, il est clair. Toi, homme, tu n'as pas de travail. Et tout, donne des dons. Tu finis tes dons. Le carême fini, la fête finie. Voici le travail qui est là. Toi, tu veux un gros poste dans ton travail. Mais il faut avoir un cœur blanc. Il faut donner des dons. C'est comme ça, Dieu voit que tu es humble. Tu es quelqu'un, tu penses à tes prochains, tu es quelqu'un qui est bien. Tu n'es pas égoïste, tu n'es pas égocentrique. Tu ne penses pas uniquement à ton ventre. Même si tu as quelque chose, tu peux partager avec tes proches. Dieu dit, lui là, vraiment, je vais l'élever. Pour que demain, s'il réussit, il puisse créer des ONG pour aider tous ceux qui aimeraient qu'on les aide. Et Dieu va augmenter ton revenu. Mais vous êtes entré et puis, imbécile, tais-toi. C'est anormal, ce n'est pas une bonne idéologie. Donnez des dons. Parce que nous, là, quand on est là, on prêche. Chacun a sa manière de prêcher. Même si on n'a pas la Bible ou le Coran en main, ça aussi, ce sont des prêches. Ça aussi, on vous édifie. Parce qu'en vous fournissant ces genres d'informations, ça permet aux autres de voir autrement les choses. Parce que, par exemple, l'information que je viens de vous donner, est-ce que d'autres savaient? D'autres ne savaient pas. Dans leur tête, Gbagbo est mauvais. Mais ils ne savaient pas ce qui s'était passé dans les coulisses. Mais en venant de donner une telle information, ils vont maintenant revoir leur position sur lesquelles ils étaient. Ceux qui se laissaient manipuler, ils vont dire, donc tout ce temps, on se laissait manipuler. Donc c'est une information capitale qui va permettre aux gens de se repositionner et demander pardon à Dieu par rapport à ce qu'ils avaient dit dans le passé. Et Dieu va vous pardonner. Donc ce que je viens de vous dire, je ne suis pas Dieu. Mais mes paroles, c'est Dieu qui m'inspire, vont pousser d'autres à se repentir et à demander pardon à Dieu par rapport à leurs pensées précédentes et à leur position précédente. Et ils vont avoir d'autres positions. Donc un tel homme, il mérite quand même une récompense. Mais pourquoi quand on vous demande, tais-toi, mais non, ce n'est pas comme ça. Les Américains, si c'est eux, ils aident. Les Européens, ils aident. Mais pourquoi le Noir? Même les Arabes, eux, ils font des trucs. Ils font des petits dons. Quand ce sont des futilités, des gens qui disent, oh, Amola, c'est quoi, vous êtes pressés à donner des dons. Mais quelqu'un qui prend son temps pour vous édifier, vous êtes, oh, tais-toi. Mais pourquoi vous faites 2 poids 2 mesures? Des gens qui font n'importe quoi. Si c'est eux là, vous êtes pressés, d'autres même décaissent 10 000 euros. D'autres, oh, mais je vais lui donner 1000 euros, je suis trop content, il regarde et puis il rit. Mais ça change quoi dans ta mentalité, dans tes pensées ça? Mais nous, on prend le temps. Et puis, ça c'est aussi un enseignement. C'est un enseignement qu'on donne. Même si vous n'êtes pas souvent d'accord avec nous, mais d'autres se retrouvent dans ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un enseignement. Donc, en retour, là, vous pouvez dire, vraiment, à cause, je passe mon temps sur tes vidéos, ça nous fait du bien. Ah, mon frère, vraiment, tiens 5 euros, vraiment, tu vas encore être motivé. À chaque fois que tu vas quitter au travail, ça va te donner du courage. Tu vas prendre ta caméra parce que ne vous trompez pas. Hein. Quand on quitte au taf, on est fatigué. On est fatigué. Imaginons que tout le monde ne prend pas sa caméra pour faire des vidéos. Vous quittez au taf, vous allez faire quoi? C'est BFM TV, vous allez regarder France 24. Oh, vous en avez marre. Vous ne voulez plus voir ces genres de trucs. Vous voulez avoir d'autres informations
qui ne passe pas sur BFM TV ou bien France 24. Est-ce que ce que je viens de vous dire là, ça passe à la RTI? Ça passe pas à la RTI. Est-ce que ça passe sur France 24? Ça passe pas là-bas. Si je ne dis pas, qui va vous le dire? Donc, les réseaux sociaux nous permettent d'apprendre encore, ou bien d'avoir d'autres connaissances qu'on ignorait, ou bien apprendre certaines choses qui étaient cachées, dont on n'avait pas la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, faites des dons, que tu sois musulman, dans ton pays où tu es, je ne sais pas, que tu sois en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Australie, en Afrique, il faut donner un don. Voilà, nous qui faisons donner des dons, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir abondamment. Mon frère, toi qui regardes, il ne faut pas insulter. Ce n'est pas le mois pour insulter quelqu'un. C'est un mois sacré. Toi, tu pries Allah et puis tu insultes. Pourquoi? Et puis tu dis, tu pries Dieu. Tu as insulté les autres mois là, jusqu'à c'est dans ce mois là encore, tu viens encore pour insulter. Injure là, il faut mettre ça en quarantaine. Ce mois là, injure là, tu dois mettre ça en quarantaine. Injure doit fuir dans ton corps. Même si tu avais des mauvaises pensées, il faut nettoyer ton cerveau. Mauvaise pensée là, ça doit aller en quarantaine pour le moment. Parce que c'est un mois qui te permet d'être en contact direct avec Dieu. Voilà pourquoi, par jour, tu fais au moins 4 à 5 prières pour demander à Dieu. Ce n'est pas pour ne rien que par jour, tu cesses de manger. Hein? Tu ne manges pas jusqu'au soir pour que tu manges. Pourquoi? Pour que Dieu te pardonne. Mais tu ne peux pas fournir tous ces efforts et venir encore insulter des gens. Pourquoi? Tu ne peux pas fournir ces efforts et venir dire, imbécile, tais-toi, mendiant. À quoi bon de prier? Il faut quitter en même temps la prière. Il ne faut même plus prier même. Parce que tu vas contre la volonté de Dieu. En priant et en donnant des dons, Dieu dit, ah, vraiment, tu fais ma volonté. Voilà quelqu'un à qui je peux bénir. Voilà quelqu'un que je peux donner abondamment. Voilà quelqu'un que je peux permettre à réaliser ses rêves. C'est ce qu'il faut faire. Et ce que je vous dis, mais d'autres ne vous le disent pas. Ce que je suis en train de vous dire, ça aussi, ça peut vous sauver. Donc, je ne fais que prêcher. Quand je vous demande de ne pas insulter, quand je vous demande d'enlever la haine au fond de vous, quand je vous demande de vous aimer, même si tu n'avais pas l'amour de l'autre, c'est le moment d'aimer l'autre. C'est le moment d'avoir un amour profond. C'est le moment de rester en contact direct avec ton Dieu. Parce que les 11 autres mois là, tu as passé ça jusqu'à... Tu as insulté. Dieu dit, il y a 12 mois. Le seul mois, il te donne un petit mois. Prends ça, tu vas gêner pour rentrer en contact avec lui. Ce mois encore, tu boycottes. Donc, tu vas passer tout ton temps à boycotter. Tous les 12 mois, non. À un moment donné, tu boycottes, mets ça en quarantaine et rentre en contact avec Dieu. Ça, ce que je vous dis, c'est aussi une manière de prêcher, n'est-ce pas? Et donc, ça vous édifie. Ça vous permet de revoir vos positions. Donc, guerre complet en retour, il mérite quand même un petit don. Donc, donner des dons. Le numéro du compte bancaire, ça est sur le titre de la vidéo. Si tu as 1 euro, 5 centos, je ne sais pas si c'est 10 francs, 1000 francs, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros. En tout cas, il faut balancer seulement. Tu n'es pas obligé d'aller à la banque pour dire non, je ne peux pas là. Tu as ton téléphone. Mets le logiciel de ta banque. Hein? Ta banque là, je ne sais pas si c'est Paris BNP, BNP Paribas, si c'est un truc SGBCI que tu mets le logiciel et toi-même sur ton téléphone depuis ta chambre, tu es couché et puis tu manipules, tu balances, tu fais un truc qu'on le transfère de compte bancaire en compte bancaire et puis c'est clair. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Que Dieu bénisse tous ceux. Et ce message s'adresse aussi aux chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui aussi, ils prennent des jeunes pour demander aussi pardon à Dieu. De la manière les musulmans le font à ce moment. Ils demandent pardon à Dieu. Il y a des chrétiens qui le font souvent. Et même si ce n'était pas le cas, si tu n'étais pas un jeune, pour l'amour de Dieu, il faudrait aussi que tu le fasses. Voilà pourquoi il y a des œuvres caritatives. Aide ton prochain. Aide ton prochain. Et en retour, Dieu va te récompenser, il va te bénir. Ne me vois pas, ne vois pas mon visage. Guégué, tu m'énerves trop. Non, ne vois pas mon visage. Vois Guégué en tant qu'être humain. En lui donnant un petit don, Dieu te récompense. Faut pas regarder le visage de Guégué, sinon tu vas jamais faire. Tu vas dire Guégué, il m'énerve trop, j'ai envie de le taper. Il m'énerve trop. Si tu as une telle vision, tu ne pourras pas être. Non.
Enlève l'image de Guégué dans ta tête. Et dis-toi que c'est un être humain qui est en face de moi, qui me parle. Je vais lui donner un don, c'est clair. Mais si tu regardes mon visage, tu dis, lui là, il m'énerve. Je n'ai même pas envie d'attendre sa voix. Sa voix m'énerve trop. C'est le diable qui te pousse à raisonner ainsi. Si tu raisonnes comme ça, tu ne pourras jamais aider des gens. Parce que même ceux qui traînent dans les rues, qui demandent l'argent, si tu assistes un jour à leur bagarre, à leurs injures, à leurs impolitesses, tu ne pourras jamais les aider pour dire non, lui là il n'a rien, je vais lui donner quelque chose. Tu dis oh mais lui là il est très impoli, je ne peux pas. Mais il ne faut pas regarder son impolitesse. Il ne faut pas regarder ses actes qu'il pose. Il faut voir tout simplement un être humain qui est en face de toi. À qui tu peux donner en retour. Le reste là, tu jettes ça à Dieu. Toi et Dieu là, c'est entre vous. Il ne faut pas voir l'individu qui est en face. Mais en posant l'acte, tu es en train d'aider un être humain qui est comme toi, qui a le même sang comme toi. C'est ça. Donc je pense que c'était l'incontournable, bien compris. Partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Et n'oubliez pas de faire vos dons à travers ce compte bancaire qui est sur le titre de la vidéo. Faites vos petits dons que voilà, vous pouvez faire. Alors sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive les religieux, que Dieu vous bénisse tous. Voilà, qui les exauce vos prières et vos demandes, que les doigts viennent dans vos vies. Ciao, on est ensemble.